Ça va durer. Mais c'est vrai qu'au lycée, peut-être, c'est plus facile. Mais ça va durer. Et c'est sûr que même après, en professionnel, ce n'est pas bien vu quand on voit que quelqu'un ne vient pas manger avec nous, avec le groupe. Hein. Le groupe, la psychologie de groupe, elle est intéressante à étudier aussi, parce que ça nous apporte énormément aussi sur ce problème-là. Et c'est là où c'est important d'adapter le lieu de travail, notamment à tout ce qui est sensoriel. Ils peuvent être très gênés par la lumière, par des bruits encore, même si ça se diminue avec l'âge. Il y a des patients, des sujets qui restent quand même en difficulté. Et aussi, notamment, expliquer que ce n'est pas grave s'il va au garage ou s'il va au parking, un moment se calmer, se poser, être tranquille et ne pas déjeuner avec les autres. Donc l'aspect conversationnel, tout ce qui est vocabulaire très élaboré, avait été noté aussi par Asperger, le discours centré sur lui. Et alors, pour ce qui est du vocabulaire, c'est vraiment, je disais, des encyclopédies sur pattes, mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont impressionnants dans un domaine particulier aussi. Si par exemple ils sont très intéressés par les champignons, ils connaissent tous les champignons par cœur. Euh, une gamine de 4 ans qui arrivait donc en moyenne section, mais c'était à la campagne, donc toutes les classes étaient regroupées. Elle arrivait et elle racontait toutes les fleurs qu'elle avait vues sur son parcours à sa maîtresse avec les noms botaniques. Donc c'est tout mignon, elle est là, mais c'est complètement, c'est quand même inadapté, vous voyez, hein. C'est pas bonjour maîtresse, c'est une gamine de 4 ans. Alors on peut penser, elle est très intelligente, mais c'est pas que ça, il y a un intérêt quand même particulier. Hein. Alors, ça, ce qui m'amène aussi à ouvrir le côté mémoire. C'est des enfants qui peuvent avoir une mémoire énorme. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette mémoire encyclopédique, quand ils prennent tout, nous, quand on lit quelque chose, on va prendre certains aspects qui peuvent être émotionnels ou qui nous intéressent. Mais quand ils s'intéressent à un domaine, ils peuvent screener, et certains parlent de mémoire ordinateur. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a comme ça, comme cette mémoire des chiffres, comme avait ce patient. J'avais fait un stage dans un IME pour enfants autistes. Il y avait un petit garçon comme ça de 8 ans qui était passionné par tout ce qui était électronique. Donc, il était capable de refaire des circuits électriques tout seul à une vitesse incroyable. Dès qu'il y avait un problème, on faisait exprès, nous, de permuter certaines pièces pour que ça ne fonctionne pas. Et il savait exactement quelle pièce il fallait changer pour. Un enfant est hyper spécialisé. Alors, bien sûr, il y a une pensée rigide aussi. Hein. La souplesse, c'est difficile, il faut travailler. Mais il va travailler sur la motivation et sur la motivation de son intérêt. C'est-à-dire que si on motive par son intérêt, il va faire des efforts. C'est sûr qu'il ne fera pas d'efforts s'il n'est pas intéressé. Et là, c'est le levier qui peut nous permettre quand même de le faire avancer. Hein. Et aussi d'ouvrir, parce qu'un enfant peut avoir un intérêt extrêmement particulier sur certains domaines et il peut complètement changer. Hein, donc Noé adorait les champignons et quand il venait dans sa maison de campagne, il voyait ceux qui étaient sortis et ceux qui étaient plus, etc. Il avait un screening du terrain impressionnant. Et en même temps, maintenant, il est fou d'un manga de dessin animé et il n'est que là-dedans. Vous voyez. Donc ça change aussi, ça évolue. L'hypersensibilité, en fait, c'est l'hypersensorialité. Il faut voir qu'est-ce qu'on leur propose. Vous voyez, il y a des enfants, il vaut mieux leur mettre un casque pour sortir. Si les bruits dans la rue les mettent dans des états pas possibles. Il faut savoir aussi que parfois, c'est un bruit très minime que nous, on n'aura pas entendu et eux, ça va les angoisser. Donc, il y a l'hypersensorialité qui peut être très souvent auditive, mais qui peut être aussi visuelle. Il y a aussi tout ce qui est une vision extrêmement fine des choses, toutes petites. Hein. Et il y a aussi tactile, ça arrive aussi, qui est quand même cette nécessité de toucher, de sentir aussi. J'ai des patients qui sentent tout ce qu'ils font, ils le sentent avant. Hein.
Alors ça peut faire penser à un trouble obsessionnel aussi, le fait de devoir sentir à chaque fois quelque chose, une compulsion. Et c'est vrai qu'on va retrouver plus de TOC chez ce type d'enfant. Alors, ce trouble de la coordination, il pose un problème parce que les enfants Asperger, donc, il y a plus de difficultés à écrire. Les enfants autistes de haut niveau ont aussi plus de difficultés à écrire, au point où certains enfants n'écrivent vraiment pas. Au point où on passe par le clavier, mais certains enfants n'arrivent même pas à passer par le clavier. J'en ai un, il dicte à un dictaphone et il va dicter à une AVS peut-être un jour, quoique. Il y a beaucoup de maladresse, il laisse tout tomber, en plus il marche de façon un peu saccadée. Et il y a quelque chose dont on ne s'est pas trop occupé en psychiatrie de l'enfant, en tout cas en France, c'est tout ce qui est sportif. C'est des gamins qui sont quand même souvent en difficulté. Hein. Pas tous, mais il y en a qui sont vraiment en difficulté. J'ai rencontré là un garçon autiste de haut niveau qui fait du karaté de haut niveau et qui, son projet actuellement, c'est un jeune adulte, son projet est de monter un cours pour autistes de karaté, où il explique et il m'expliquait que, parce que j'ai vraiment énormément souffert dans l'équilibre, dans la coordination des gestes. Même si c'était intéressant, même s'il aime le karaté, il a eu des difficultés. Et donc je pense qu'il faut, ce qui est certain, c'est que la psychomotricité tout petit va être un atout important et l'écriture peut vraiment être une difficulté, mais pas tous. J'en ai aussi qui écrivent très bien et qui dessinent en 3D de façon impressionnante. Et alors ce que dit à l'époque Asperger aussi, que je trouve quand même assez intéressant, c'est le continuum d'aptitudes qui se fondent dans la normalité. Il parle vraiment d'un continuum. C'est très intéressant parce qu'il a cette idée aussi qu'il y a cette personnalité psychopathique, autistique, et au fond que ça va de la normalité à cette personnalité et puis peut-être à l'autisme. C'est quelque chose qui est maintenant une conceptualisation de la psychopathologie à l'heure actuelle. C'est ça, c'est vraiment, il n'y a pas un gap entre nous, il y a un continuum et dans l'autisme, il y a une normalité avec des troubles qui, qui, peuvent être, présents, mais s'il n'y a pas ce faisceau, s'il n'y a pas un certain nombre de symptômes, on ne peut pas dire que le sujet a un trouble autistique. Et il est sûr que le syndrome autistique de haut niveau ou le syndrome d'Asperger n'est pas le même, n'a pas les mêmes conséquences dans le quotidien qu'un syndrome autistique plus intense, ou avec plus de difficultés d'apprentissage. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même les enfants autistes de haut niveau ou Asperger, les parents doivent être très présents, plus ou moins, mais ils doivent être très présents pour l'accompagner. Asperger, donc, il a fait cette analyse. Et c'est quand Lorna Wynne, qui est chercheuse et mère d'enfants autistes, conceptualise le trouble du spectre autistique, qu'on revient donc sur l'idée d'autisme de haut niveau. Et notamment parce que un programme intensif de prise en charge d'enfants de façon très précoce, d'enfants ayant un TSA, montre une amélioration autant des interactions que des compétences autres et au fond des enfants qui ont aussi envie d'être inclus socialement. On parle d'un équivalent du syndrome d'Asperger puisque c'est des enfants qui ont aussi des intérêts très particuliers. Le diagnostic du syndrome d'Asperger va être posé à nouveau en 1988 et il y a Gilbert qui lui est un chercheur, un clinicien aussi. Lui par contre, il maintient, pour lui le fait qu'il y ait un retard de langage, ça ne désinclut pas, on va dire, l'enfant d'un diagnostic de syndrome d'Asperger. Donc on va retrouver
un défaut de communication non verbale, verbale dans le sens inadapté socialement, des difficultés de compréhension du second degré plus ou moins, parce que c'est des enfants qui ont une très bonne mémoire, très souvent une bonne compétence verbale, et qui donc vont connaître quand même pas mal d'expressions de métaphores. Ceci dit, voilà, il y a quand même des choses qui pêchent ou vont utiliser des mots un peu particuliers. Une gamine m'a parlé de sa carcasse. Mais il n'y a que ça, donc pour l'instant je me pose des questions, mais elle a fait un rêve et à un moment donné, le loup mange sa carcasse. Elle parle d'elle en disant sa carcasse. C'est assez étonnant, vous voyez? C'est-à-dire que c'est des mots comme ça, tout d'un coup, qui peuvent être étonnants. Elle a 10 ans, c'est quand même étonnant. Mais par contre, elle a une finesse d'analyse des rapports à l'autre qui est très très étonnante aussi. Où elle explique bien, au fond, elle est harcelée, elle est un peu grosse, et elle est harcelée, et elle dit que la seule année où elle n'était pas harcelée, c'était la maîtresse était gentille, et cette gentillesse de la maîtresse rendait gentils les autres enfants. C'est beau quand même, c'est très très fin. Les stéréotypies. Le syndrome d'Asperger, normalement, les enfants n'ont pas de stéréotypie gestuelle comportementale. D'accord? Un gamin, il flappe pas. Un autiste de haut niveau peut flapper quand il est petit. Okay. Et par contre, sur le plan de la communication, vraiment, on a au niveau mimique aussi, c'est comme la prosodie, c'est vraiment un manque de communication non verbale. Donc, le syndrome autistique de haut niveau, ce qui est sûr, c'est que plus souvent, on va voir arriver en primaire ces enfants-là ou début collège. Et ce qui est important, c'est que peut-être, mais ça ne tient qu'à moi, peut-être que le diagnostic des filles est moins fait que le diagnostic des garçons. Parce qu'on dit que les garçons c'est beaucoup plus fréquent chez un garçon, un trouble du spectre autistique. Il reste que les filles savent beaucoup mieux faire comme Asif. Elles peuvent avoir comme une autothérapie, on va dire, si elles jouent à la poupée, si elles jouent à l'école tous les jours, comment la maîtresse s'est comportée, comment les amis se sont comportés, comment il faut se comporter. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même une capacité peut-être des filles, aussi pour d'autres raisons, peut-être biologiques ou autres, à avoir un peu plus de facilité sociale qu'un garçon. Il reste que filles autistes qui sont vraiment en grande difficulté et qu'on voit très rapidement. Il y en a d'autres où parfois on est quand même dans un syndrome, mais c'est pas si simple que ça. Il faut prendre plus de temps pour faire le diagnostic. Mais il est important quand même de savoir que ça peut toucher aussi les filles et que certainement elles vont avoir peut-être des troubles qu'on va voir arriver plus tardivement. Et notamment dans les troubles du comportement alimentaire, il faut savoir que c'est un syndrome et qu'il y a probablement 25% à peu près, donc c'est quand même assez important, de syndrome autistique. Je vous ai mis le DSM-4-TR puisque le DSM-5 a enlevé l'autisme de haut niveau et l'autisme et le syndrome d'Asperger en fait. Puisque maintenant c'est en fonction de l'intensité. Le DSM-5, c'est vraiment l'intensité. Dans le DSM-4, c'est ce que disait une de vos collègues, l'existence d'un retard du langage est un diagnostic d'exclusion du syndrome d'Asperger et d'inclusion de High Functioning Autism. HFA, c'est donc l'autisme de haut niveau. Dans le DSM-4-TR, il parlait de l'autonomie qui ne serait pas touchée. C'est pas vrai. Il y a un problème d'autonomie. C'est pas des enfants qui ont une facilité d'être avec les autres relationnels dans le groupe. Donc c'est quand même difficile pour eux de partir en voyage. C'est pas si simple que ça. Mais c'est des enfants qui peuvent le faire, mais il faut quand même les préparer aussi. Tic moteur, répétitif, alors que c'est quand même assez exceptionnel. L'éthique, c'est du même ordre que les TOC, c'est en fait plus fréquemment associé au syndrome autistique. Okay.
le syndrome autistique a plus fréquemment d'autres troubles des apprentissages et notamment des troubles des apprentissages comme le trouble du déficit de l'attention. Il y a beaucoup plus de TOC, il y a beaucoup plus de tics. Et il y a beaucoup plus de tics chez les enfants ayant un problème de TDAH aussi. Donc dans le DSM-5, en fait, ça va vraiment être la sévérité qui va compter. Mais si vous avez compris, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est vraiment ce trouble du spectre autistique avec ses difficultés relationnelles, de communication, que ce soit dans la relation communication non verbale, dans la compréhension de l'autre, dans le langage. Autistes de haut niveau peuvent avoir des difficultés de langage dans la structure grammaticale, dans l'utilisation du jeu, des pronoms. On va retrouver ça. C'est des enfants qui ont des intérêts restreints plus fréquemment, des atypicités, des intérêts atypiques, qui peuvent avoir des stéréotypies gestuelles, verbales aussi. Hein. Il y a des enfants qui utilisent toujours des expressions particulières et qui les sortent. Ils l'ont entendu dans la cour de récré et ça leur donne une sorte de vernis de normalité hein, aussi, mais c'est stéréotypé. Comportemental, plus fréquemment quand ils sont petits que quand ils sont grands. Et qui ont beaucoup de mal au changement, qui ont vraiment une difficulté dans le changement, un besoin d'avoir une assurance, d'avoir des rituels qui sont très ritualisés. C'est vraiment ce syndrome-là qui est important. Après, on va voir, est-ce qu'il a un bon niveau intellectuel, est-ce qu'il a d'autres troubles associés, c'est ça qui va compter. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait pour lui, quelle est la prise en charge la plus adaptée. Et on va retrouver toujours une prise en charge avec de la rééducation et le plus intensif possible. Même si, voilà, on sait aussi que c'est pas évident. En parlant avec une orthophoniste, elle me disait 3 séances, c'est pas évident pour le gamin. Il se fatigue, il a plus envie de venir. Donc moi, je préfère 2 séances. Voilà, on fait comme on peut, mais il n'empêche qu'une rééducation intensive est importante et va se poursuivre après, puisqu'il faut savoir aussi que l'orthophonie pragmatique, c'est-à-dire tout ce qui est métacognition, second degré, double sens, implicite, ça va se faire avec des enfants de primaire, mais primaire vers le secondaire. Oui, c'est des enfants qui quand même doivent avoir une certaine compétence intellectuelle qui vient dans un second temps. Et les groupes d'habileté sociale, ça peut durer toute une vie, quoi, très longtemps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui. Alors, ce que je vous avais dit différence entre le syndrome autistique et le high functioning autism, ce qui est habituellement, classiquement dit, même si Gilbert, lui, il n'est pas là-dedans, c'est que le syndrome d'Asperger, c'est plus tardivement qu'on va avoir des signes, vers 3 ans, que si normalement il n'y a pas de retard de l'acquisition du langage, et quand on fait un test des compétences intellectuelles, test qu'il vaut mieux faire quand on peut à 6 ans et pas avant, c'est vraiment quand on est en difficulté développementale ou autre, où là on se dit on a besoin de le faire avant, mais sinon ça sert à rien de faire un test avant. Où on va voir WISC, qui est actuellement celui qu'on fait de façon quotidienne simple. On va avoir plutôt des compétences verbales de très très bonne qualité par rapport aux performances, et le contraire pour les syndromes autistiques de haut niveau. Mais c'est pas non plus, c'est pas comme dans les livres, hein, donc c'est pas toujours ça du tout. On retrouve toujours un déficit social qui est jugé dans le syndrome d'Asperger moindre que dans le high functioning. Maintenant, ça va dépendre aussi de ce qu'il a vécu, des expériences passées, et puis aussi, est-ce qu'il y a eu une prise en charge ou pas. C'est-à-dire qu'un gamin autiste high functioning qui est pris en charge depuis qu'il a 2 ans, c'est pas la même chose qu'un gamin Asperger qui arrive à 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans et qui a jamais été pris en charge, quoi.
il peut avoir bien plus de difficultés que l'autre. Ça va dépendre aussi de ce qu'il a pu bénéficier avant. Et alors, quand même, cette maladresse, ça, c'est vrai que c'est quelque chose, on retrouve vraiment des difficultés de dyspraxie ou pas de dyspraxie spécifique, mais des difficultés vraiment de coordination. Et ça, c'est très, très important. Il y a notamment un gamin là qui venait de Normandie, un ado. Sa mère me dit, il rentre dans la cuisine, mais c'est foutu, quoi. Et à chaque fois, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Et il mange n'importe comment. Et il est en difficulté. Il laisse toujours tomber deux, trois trucs. C'est très difficile. Et c'est assez terrible parce que un des gamins que j'ai vu qui a maintenant 20 ans, il est arrivé et il avait été mis en menuiserie. Et il était vraiment en difficulté.